l'impression que les femmes sont dans un condition de vouloir avoir entre guillemets un enfant de façon naturelle possible pour les copains. Et après, peut-être quelque chose de voulu, mais la majorité des femmes restent quand même sur, quand elles viennent nous voir, sur l'idée de chirurgie conservatrice. Et après, il y a tout un autre pendant que je vais pas parler, qui est un pendant un peu différent, mais il y a aussi la chirurgie non conservatrice de l'utérus, mais conservatrice des ovaires. Elles ne sont pas des troubles médicaux dans ce contexte, pour là d'autres objectifs qui sont bien sûr des troubles précoces. Même si ces jeunes patients sont hormonales, c'est vrai que c'est une vraie évolution, mais je pense quand même que quand on conserve les choses, c'est toujours mieux. Donc si on peut les conserver avec une sécurité sur le plan oncologique, comme on dit, la nature fera toujours mieux que tout ce qu'on peut faire nous. Donc autant on a des effets, les choses le mieux possible. Bien, merci beaucoup, M. Alexandre. Je vais peut-être un peu vous surprendre par ma question. Enfin, comme président et que le secrétaire général sont mes élèves, ils comprendront. On parle beaucoup de la femme pour la fertilité, mais on oublie l'homme. Et ma réflexion est la suivante. Très souvent, après des opérations mutilantes ou non mutilantes au niveau du sein chez la femme, ou bien mutilantes, dites mutilantes chez la femme, l'hystérectomie par exemple, ou bien des opérations comme on a décrites ici, très souvent, l'homme n'a plus d'appétence pour sa femme. Est-ce que vous avez une idée là-dessus et quelle est la prévention que vous utilisez pour que, après ces interventions qui frappent l'homme autant que la femme, vous avez pris les attitudes adéquates? Là, clairement, on rentre sur un autre domaine, donc j'ai pas de... Une chose est sûre, c'est qu'on revient au débat initial, c'est-à-dire à la consultation de départ, en prenant en compte bien sûr l'histoire de la femme, son désir de grossesse, si elle est en couple, le désir aussi du conjoint, enfin tout ça est à expliquer, et bien en effet, partir de la base, peut-être aussi, dans le cadre des bilans qu'on peut faire pour voir quelle est la réserve ouvrière des patients, on voir aussi en effet où on est leur histoire à ce niveau-là. C'est sûr que il y a des couples à qui on a besoin de rappeler que pour tomber enceinte, il faut avoir des rapports sexuels. Mais il y a des couples qui, parce que leur vie est comme ça, n'ont que des rapports sexuels mensuels. On ne peut pas les obliger à... Voilà, donc tout ça, ça fait partie finalement de l'histoire du couple. Et je pense que l'histoire du couple est forcément modifiée avec ce type d'événement qui est l'arrivée d'un cancer et la prise en charge d'un cancer, mais ça veut dire qu'il faut les accompagner et qu'il n'y a pas une vie possible normale également sur le plan sexuel après ce type d'acte. La plupart des patients, heureusement, retrouvent une activité sexuelle normale ou peut-être différente dont ils sont a priori satisfaisantes après ce type de chirurgie. La seule chose que je pourrais répondre d'expérience personnelle, parce qu'il y a à ma connaissance, les seules études vraiment bien ficelées sur la sexualité après cancer, c'est le sein surtout. Parce que si vous voulez, il y a vraiment beaucoup de choses, je ne connais pas les papiers donc je ne peux pas le dire aujourd'hui. La seule chose, c'est que ce qui est amusant dans le rapport du couple en matière de cancer gynécologique, c'est que souvent l'homme est-ce qu'il est ambigu, j'en sais rien, mais dans les discours de consultation, non, j'ai pas de rapport parce que je veux pas embêter ma femme, elle a son problème de cancer. Donc c'est très très ambigu, on peut vraiment pas. Mais je pense qu'il y a pas beaucoup de papiers sur le col à ma connaissance. Il y a beaucoup de papiers sur le sein, ça je sais, mais sur la chirurgie du col. Non, la connaissance non plus, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut clairement donner un espace de dialogue, que ce soit l'homme comme la femme, dans ces cas-là, pour ici justement discuter de cette question. Bien, merci beaucoup à l'équipe de Sébastien Gouy et de Philippe Maurice. Et puis on accueille maintenant Thévior. Alors Thévior est PH chez Yann Park à Saint-Antoine. Et je voudrais la remercier tout particulièrement parce que quand j'ai soumis à plusieurs chirurgiens digestifs ce sujet, en particulier à Yann Park, oui, c'est pas intéressant, je ne vais pas écrire d'article, etc. Et vous avez été la première, même peut-être en luttant contre vos patrons, je ne sais pas, vous nous direz ça, à accepter de réfléchir au problème de la fertilité et de la chirurgie digestive. Et on va vous donner la parole donc, pour vous écouter. Et je vous remercie encore vraiment personnellement et pour l'Académie. Merci. Écoutez, je tiens à vous remercier également de m'avoir invité, donc vous, M. Millet, l'Académie de chirurgie, pour vous présenter donc, la chirurgie digestive et notamment la chirurgie colorectale et la fertilité. Donc les pathologies finalement responsables de troubles de la fertilité dans la chirurgie digestive sont les pathologies chroniques, notamment les maladies inflammatoires intestinales avec la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn.
les pathologies héréditaires, le syndrome de Lynch, HNPCC, ou les polyposes liées à la mutation au gène YH, ou les polyposes adénomateuses familiales. Il y a également le cancer du rectum. Alors, quels sont les facteurs qui influencent la fertilité? Il y a la pathologie en elle-même. Est-ce que la rectocolite hémorragique diminue la fertilité, notamment en pleine poussée, la maladie de Crohn également, le cancer héréditaire, on se posera ces questions dans cette présentation. La chirurgie qui est donc une chirurgie pelvienne, donc je parlerai donc notamment de la chirurgie du rectum. Les traitements médicaux, ça je ne présenterai pas ce sujet dans cette présentation, mais bien évidemment la radiothérapie a un effet donc, sur la fertilité et les autres facteurs bien évidemment qui sont à prendre en compte, donc la peur de transmettre la maladie héréditaire dans les pathologies héréditaires, le syndrome dépressif réactionnel, la diminution du désir, notamment chez ces patients qui sont donc opérés et avec un aspect psychologique qui impacte donc l'image corporelle avec notamment donc la présence ou non d'une myostomie. Alors finalement, pourquoi on opère ces patients qui ont une pathologie héréditaire? Parce que ces pathologies héréditaires sont responsables de cancers colorectaux. Donc par exemple pour la polypose adénomateuse familiale, on note 1% des cancers colorectaux dans cette pathologie, pour la mutation MYH 1 à 2%, et pour le syndrome de Lynch 3 à 5% des cancers colorectaux. Alors pourquoi on note une diminution de la fertilité, donc une dysfonction sexuelle, par traumatisme pelvien nerveux, soit par lésion directe du nerf, soit par traumatisme vasculaire au contact du nerf, par des perturbations anatomiques et l'obstruction des trompes, notamment en cas de sepsis post-opératoire qui malheureusement ont lieu assez souvent avec des collections post-opératoires qui sont au contact des trompes. Un petit rappel sur l'innervation du rectum qui se fait grâce au plexus hypogastrique supérieur, donc, qui se trouve ici, et donc qui donne le nerf hypogastrique, et donc en arrière du rectum, notamment en arrière du fascia rectique, on dissèque, et qui donne donc le plexus hypogastrique inférieur, juste là, donnant donc des branches du plexus latéral, avec les nerfs à destinée érecteur, éjaculateur, et notamment aussi les nerfs pour les femmes qui sont pour la lubrification. Donc un petit mot aussi, ça c'est une coupe transversale à gauche au niveau du pelvis, donc le rectum au centre, avec tout autour le mésorectum, le fascia recti, et en arrière, donc le plexus hypogastrique. Donc lors de la dissection du rectum, on passe dans ces espaces au contact du fascia recti. Il faut bien emporter le fascia recti. La caractéristique dans la chirurgie du rectum, c'est de ne pas le léser, de l'emporter sans le léser, et donc de respecter les nerfs hypogastriques. Et il y a aussi donc ici les plexus latéraux, donc on peut également léser en cas de chirurgie du rectum. L'image de droite, donc c'est le rectum qui est récliné là, donc en arrière, et en avant là, donc, nous avons les nerfs hypogastriques. Donc un petit focus sur le cancer du rectum, donc ça c'est une vieille étude des années 80 en fait, qui montre que la chirurgie du rectum, avec notamment l'exérèse totale du mésorectum, comme on l'a vu, pourvoyeur en fait de dysfonction sexuelle avec donc l'atteinte du nerf soit érecteur ou les nerfs urogénitaux, et donc pourvoyeur de dysfonction sexuelle de l'ordre de 11% par exemple pour les maladies inflammatoires, et par exemple pour les amputations abdominaux-périnéales de dysfonction érectile de 50%, et pour donc la chirurgie du rectum en elle-même de 40%. Ces chiffres ont diminué au cours de temps, probablement par une meilleure connaissance de l'anatomie, une préservation des nerfs et le développement des techniques, avec notamment l'avènement de la laparoscopie, qui en fait n'augmente pas ce risque de dysfonction sexuelle. Ça, c'est une méta-analyse chinoise qui montre qu'il n'y a pas de différence significative entre la célioscopie et la laparotomie sur la fonction sexuelle. Là, on voit qu'il n'y a pas de différence significative sur l'éjaculation, sur la dysfonction érectile et sur la dysfonction sexuelle. Ici, il s'agit d'une étude, cette fois-ci randomisée, récente, 2014, par une équipe hollandaise,
donc, qui a étudié également la dysfonction génito-urinaire avec 385 patients randomisés. Donc là, sur le graphique de gauche, ils ont étudié le désir en fait, sexuel. Il n'y avait pas de différence significative entre la cellio et la laparotomie, et notamment aussi sur la fonction sexuelle, qu'on le voit en rose, entre la cellio et la laparotomie. Pour ce qui est la différence entre les hommes et les femmes, pour la technique la voie d'abord, il n'y a pas de différence significative. On voit que le score de qualité de fonction sexuelle est plus inférieur par rapport aux hommes quant à la chirurgie du rectum. Et ce qui est intéressant de voir dans cette étude randomisée, sur la dysfonction sexuelle pour les hommes, avant chirurgie, elle est de 64,5% dans la célioscopie et de 55% dans le groupe laparotomie. Il n'y a pas de différence significative. Un mois après la chirurgie, on note une diminution de une aggravation de la dysfonction sexuelle, 80% dans le groupe célioscopie, 80% dans le groupe laparotomie, mais un an après, on voit que cette dysfonction régresse avec 76% dans le groupe célio, laparo 75%. Il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Mais on voit que la chirurgie du rectum impacte quand même sur la fonction sexuelle pour les hommes. Un petit mot sur la chirurgie robotique qui est de plus en plus utilisée de nos jours, mais il n'y a pas encore d'essais randomisés notamment sur l'étude de la chirurgie sur la fonction sexuelle et la fonction urinaire. Mais ce qu'on peut voir dans cette étude italienne, c'est que par exemple pour les hommes qui, grâce au score IEF, qui est un score de sexualité masculine, avant chirurgie et un an après chirurgie, les scores sont équivalents. Et pour les femmes également, avec le score FSFI, qui est sur 36 points. Donc, ils ont noté dans cette étude qu'il y avait une supériorité de la chirurgie robotique dans la préservation de la fonction urogénitale après chirurgie du cancer du rectum, mais il n'y a pas encore d'essai randomisé là-dessus. Alors qu'en est-il pour le syndrome HNPCC, qui est responsable de 3 à 5% des cancers colorectaux? C'est une maladie à transmission autosomique dominante liée à une mutation sur les gènes de réparation de l'ADN du système MMR. Et ce syndrome de Lynch atteint pour la plupart du temps donne des cancers du côlon dans 50 à 80% des cas, des cancers de l'endomètre dans 40 à 60%. Et dans le spectre, il y a également des cancers de l'estomac, de l'ovaire, des voies biliaires, des voies urinaires, des cancers du pancréas, du petit intestin. Alors la chirurgie, en fait, c'est le syndrome de Lynch donne aussi plus de 30% de cancer métachrone, dans le cancer du côlon. Donc on va se poser la question au début du dépistage, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une colectomie segmentaire ou une colectomie subtotale, donc en cas de cancer du côlon, ou s'il y a un cancer du rectum, est-ce qu'on fait juste une résection recto-synovienne ou une coloprotectomie totale avec anastomose iléoanale? Et cette discussion va influencer notamment les problèmes de fertilité. Il n'y a pas d'indication à une chirurgie prophylactique. Donc, ce qui est recommandé pour le patient jeune, c'est une colectomie subtotale avec une anastomose iléorectale, et je reviendrai sur la fertilité après. Et concernant en fait les différences entre colectomie segmentaire et colectomie subtotale, dans le cas de syndrome de Lynch, il n'y a pas de différence significative sur la qualité de vie, notamment sur la fonction sexuelle de la femme, sur la fonction sociale, les troubles mentaux, tout ça, il n'y a pas de différence significative. La seule différence qu'on peut noter, c'est des problèmes de défécation qui sont liés à la colectomie subtotale. Qu'en est-il de la fertilité à proprement dite sur l'HNPCC? Ça, c'est une étude australienne avec 1068 patients atteints d'un syndrome de Lynch. La fertilité a été comparée à la population générale et on voit qu'il n'y a pas de différence significative entre la population générale australienne et les patients australiens atteints de syndrome HNPCC. Si on regarde maintenant en détail donc les femmes et les hommes, chez les femmes, si on regarde les patients qui ont eu donc un cancer colorectal, on voit que dans la tranche d'âge 20-24 ans, la fertilité diminue considérablement avec une fertilité à 0. Pour ce qui est de l'hystérectomie prophylactique, bien évidemment, on la propose qu'à partir de 40 ans, si la patiente ne veut pas d'enfant. Donc ça, c'est des discussions qu'on a en consultation, mais ce n'est pas proposé avant 40 ans. Pour ce qui est de la polypose adénomateuse familiale et des mutations liées au gène MYH, donc le gène MYH, c'est 14 à 20% des polyposes non liées à l'APC.
C'est une transmission autosomique récessive avec 2 mutations fréquentes. Et donc le nombre de polypes sont de 15 à 100 dans le côlon, et ce qu'on va le plus souvent proposer, c'est une colectomie subtotale. Pourquoi? Parce que ces polypes peuvent être responsables de cancers colorectaux avec un risque relatif de 30 à 50. Donc pour les porteurs bialléliques, pour une polypose dégénérée, on fera une anastomose iléorectale ou une anastomose iléoanale carcinologique. Pour les polyposes non dégénérées, ce sera donc une anastomose iléorectale ou iléoanale, mais non carcinologique. Il n'y a pas d'indication à une chirurgie prophylactique. Concernant les polyposes adénomateuses familiales, concernant 1 sur 20 000 naissances, c'est une maladie à transmission autosomique dominante, concernant 1% tout de même des cancers colorectaux, avec 2 mutations fréquentes sur le gène APC. Donc, ça regroupe des polypes adénomateux colorectaux qui vont parfois jusqu'à plus de 1000. Le dépistage, l'endoscopie première se fait à l'âge de 10-12 ans en général, parce que la transformation maligne se fait en général à la puberté, avec des dysplasies sévères dès l'âge de 12 ans. Et à l'âge adulte, à partir de 40 ans, il y a 100% de risque de cancer colorectal, et c'est pour cela qu'on va proposer de façon prophylactique une chirurgie colorectale à ces patients. Cette polypose adénomateuse familiale donne également des polypes adénomateux duodénaux, responsables de cancer duodénaux également, ces patients qui vont avoir des endoscopies hautes toute leur vie, et pour ailleurs aussi de tumeurs desmoïdes, qui sont des proliférations mésenchymateuses, qui n'ont pas de potentiel métastatique, mais un gros potentiel de compression, et peuvent être responsables aussi de mortalité de cette maladie. Donc à l'heure actuelle, à l'âge de 20 ans, on propose une chirurgie prophylactique, on verra laquelle, soit une anastomose iléoanale ou iléorectale, parce qu'en fonction de l'intervention qu'on va choisir, ça va avoir un impact donc, sur la fertilité. Et avant l'âge de 20 ans, si le risque de dégénérescence est important, dans ce cas-là, on proposera une chirurgie prophylactique. Et à partir de 40 ans, de toute façon, elle est systématique. Alors, quelle intervention va-t-on choisir? Est-ce qu'on va choisir une coloprotectomie totale avec une anastomose iléoanale ou une colectomie totale avec une anastomose iléorectale? Concernant l'anastomose iléoanale, ça va être pour les patients qui ont des polypes rectaux, plus de 20, une polypose profuse, plus de 1000 polypes, pour les patients qui ont un cancer colique, un cancer du rectum, ou des polypes rectaux en dysplasie sévère. Et pour les patients, bien sûr, qui ont plus de 40 ans, il y a un risque de 100% de cancer colorectal, et donc on proposera une anastomose iléoanale. Et on propose également cette intervention si la surveillance du rectum risque d'être difficile. L'anastomose iléorectale est pour les patients qui ont une atteinte modérée, c'est-à-dire moins de 1000 polypes, moins de 5 polypes rectaux, et qui acceptent bien évidemment la surveillance qui se fera par une endoscopie basse presque tous les ans. Pour les polypes compris entre 6 et 19, il y aura une discussion entre les 2 types de chirurgie en fonction de l'âge du patient, si la patiente est désireuse de grossesse. Et pour ce qui est une dernière intervention, c'est l'iléostomie terminale. C'est notamment pour les patients qui ont un cancer du bas rectum inférieur à 1 cm de la ligne pectinée. Il n'y a pas d'indication à l'anastomose iléoanale si la fonction sphinctérienne est déplorable, notamment pour donc les patients de plus de 80 ans, on fera un test au toucher rectal pour voir s'ils ont encore un tonus sphinctérien. Si le patient refuse l'anastomose iléoanale, puisque le résultat fonctionnel est quand même dégradant, et pour des patients qui ont des antécédents de résection de greffe, parce que pour effectuer une anastomose iléoanale, il faut que l'intestin grêle descende bien dans le pelvis. Concernant la rectocolite hémorragique, donc les principes du traitement chirurgical va permettre d'enlever donc tout le côlon ainsi que le rectum. Donc il y a un double objectif, c'est de prévenir le cancer et de guérir la maladie. Alors il va y avoir 3 interventions possibles qu'on pourra proposer aux patients, comme pour la polypose adénomateuse familiale, la coloprotectomie totale avec anastomose iléoanale, la coloprotectomie totale avec iléostomie définitive et l'anastomose iléorectale. Concernant l'anastomose iléoanale, elle a un double objectif, donc je dis conserver le sphincter et guérir la maladie. Mais cette intervention reste l'intervention de référence et elle est proposée dans plus de 80% des cas. Il y a des contre-indications, donc le mauvais état sphinctérien, et des contre-indications relatives s'il y a un doute avec une maladie de Crohn, notamment avec des lésions anopérinéales. Et les patients qui ont un désir de grossesse, comme il y a une diminution de la fertilité qui avait constatée dans certaines études, on va proposer aux patients de garder leur rectum.
Pour l'ileostomie définitive, elle est de moins en moins proposée parce que c'est au prix d'un très lourd sacrifice de la fonction sphinctérienne, une altération de la qualité de vie avec une répercussion sur le plan social. Donc elle est exceptionnellement proposée quand il y a un échec d'anastomose iléo-anale et en cas de cancer du trait bas rectum et pour les sujets très âgés, sujets donc à l'incontinence. Pour les patients donc, chez qui on va proposer une anastomose iléo-rectale, donc on prend un risque sur le rectum restant, donc il faut bien que le patient soit surveillé. C'est plus simple que l'anastomose iléo-anale et c'est mieux toléré. Donc là, je vais me concentrer un petit peu plus sur l'anastomose iléo-anale et sur l'autre sujet qui est donc la fertilité. Un petit mot sur la technique. Donc pour faire l'anastomose iléo-anale, on fait par le biais d'un réservoir iléal en J, qui est soit mécanique, soit manuel. Il n'y a pas de différence sur la mobilité sur le type d'anastomose. Il faut savoir réaliser les deux techniques. Bien évidemment, c'est une intervention qu'on fait maintenant sous célioscopie, mais dans un centre expert. C'est une intervention qui est donc faisable, qui est plus esthétique, avec probablement moins d'adhérence et peut-être une meilleure fertilité, c'est ce qu'on va voir après. Avec un taux de conversion qui varie dans la littérature de 0 à 9%. Donc l'iléostomie, cette intervention, on peut la faire protégée par une iléostomie, mais pas toujours. Pourquoi? Parce que l'iléostomie, ça augmente la morbidité, mais l'iléostomie limite le risque de fistule et de sepsis. Donc on pourra l'éviter si l'anastomose est faite sans tension, si elle est bien vascularisée, si l'intervention se passe très bien, si le patient n'a pas de comorbidité type corticoïde, si le chirurgien est expérimenté, et il faut que le patient, bien sûr, soit prévenu. Alors, concernant la grossesse, notamment la rectocolite hémorragique. Ce qui avait été dit auparavant, c'est que la rectocolite hémorragique ou bien même la maladie de Crohn, en cas de poussée, diminuait la fertilité. Mais en fait, on voit que dans cette étude, par rapport à la population témoin que vous voyez donc, ici, les rectocolites hémorragiques non opérées et avant le diagnostic de RCH, il n'y a pas de diminution de la fertilité. En revanche, après anastomose iléo-anale, on voit une chute considérable de la fertilité. Et ici, il s'agit d'une étude en revanche sur la polypose adénomateuse familiale. Pareil, donc une population de contrôle là-haut, avec des patients qui ont été opérés d'une coloprotectomie totale avec anastomose iléo-rectale, ou des patients qui ont juste la polypose. Et on voit que là, sur cette courbe, ce sont des patients qui ont une polypose adénomateuse familiale avec anastomose iléo-anale, et la fertilité est diminuée. Le taux d'infertilité finalement rapporté dans la littérature, donc ça c'est des études faites par une intervention par laparotomie, on note des taux d'infertilité qui vont de 15 jusqu'à même 80%, sachant que dans la population générale, le taux d'infertilité à 1 an est de 12%. Donc on note une diminution de la fertilité après laparotomie. Mais les résultats finalement sont un petit peu meilleurs au fur et à mesure des années, puisque là dans cette étude, 54 patientes en âge de procréer, sur les 54, 44 sont devenues enceintes, 81%, et 39 ont eu un enfant, donc, ce qui fait un taux de fertilité de 67%. Sur cette étude récente également sur la polypose adénomateuse familiale, on a rencontré que 17% finalement de problèmes de fécondité. Et finalement, ici, ils disent que le risque de développer l'infertilité n'était pas lié à la chirurgie en elle-même, c'est-à-dire soit une anastomose iléo-rectale, iléo-anale ou l'iléostomie définitive, et que donc finalement le type de chirurgie n'impactait pas la fertilité. Donc finalement, les résultats sont un petit peu contradictoires. Donc on va regarder maintenant quel est l'impact de la célioscopie. La célioscopie dans cette étude, donc ça ce sont des patients qui ont été opérés d'une anastomose iléo-anale, et lors de la fermeture de stomie, ils ont regardé s'il y avait donc des adhérences, notamment sur les annexes. Et dans cette étude, notamment pour les patients qui avaient été opérés par célioscopie, finalement 68% des patients n'avaient aucune adhérence et 32% avaient des adhérences de grade 1. Donc, une des études récentes sur la fertilité, et notamment sur la célioscopie, donc c'est une étude belge, montrant en fait 50 patients désireuses d'enfants, avec un groupe laparotomie et un groupe célioscopie, 23 patients laparotomie et 27 patientes en célioscopie. On a noté 39% de grossesse spontanée dans le groupe laparotomie et 70% de grossesse spontanée dans le groupe célioscopie. Donc on voit qu'il y a une vraie différence significative
que la célioscopie en fait augmente la fertilité par rapport à la laparotomie. Une étude encore un peu plus récente par l'équipe d'Yves Panis. Chez 63 patientes opérant en célioscopie, sur les 63, bien sûr, il s'agit de petits effectifs, il y a 15 patientes désireuses de grossesse, il y a eu 10 grossesses spontanées, donc avec un taux de fertilité de 73%. Et cette population, en fait, a été comparée à un groupe contrôle chez 14 patients qui ont été opérés d'une appendicite, une appendicectomie sous célioscopie, et il n'y a pas de différence significative sur la fertilité. Donc finalement, on avait pu conclure que la célioscopie, finalement, permettait d'augmenter la fertilité par rapport à la laparotomie. Là, c'est une étude de notre service qui, pareil, avait montré en fait sur 76 patients, finalement, de 12 patients désireuses de grossesse. Et dans les causes de non-désir de grossesse, qu'il fallait noter, c'était que l'absence de transmission de la polypose adénomateuse familiale dans presque 10%. Et 80% avaient des rapports sexuels, je ne l'ai pas mis sur ma diapo, mais plus de 60% des patientes avaient finalement une fonction sexuelle normale. Et ce qu'on avait pu dire dans cette étude, c'est que finalement le taux de fécondité à 2 ans était de 69%, ce qui n'était pas si mal, contrairement aux autres études décrites précédemment. Qu'en est-il de l'accouchement ? Est-ce que l'accouchement altère le résultat fonctionnel ? Est-ce qu'il faut privilégier une voie basse ou une césarienne ? Il n'y a pas beaucoup d'études finalement qui montrent ça, et je pense que M. Guillet pourra peut-être nous en parler après. Cette étude qui ont comparé 29 femmes, 49 accouchements, 25 par voie basse et 24 par césarienne, ce qu'ils ont pu dire, c'est que pour la voie basse, ça altérait de façon transitoire en fait la fonction durant la grossesse, ça augmentait le nombre de selles, ça altérait la continence durant la grossesse, mais le retour à la normale se faisait dans 83% des cas. La plupart des équipes recommandent la césarienne par rapport à la voie basse, en raison en fait du risque d'épisiotomie, du risque d'altération de la fonction sphinctérienne. Donc les chirurgiens viscéraux préfèrent que les patients accouchent par césarienne. Donc finalement, la chirurgie colorectale diminue la fertilité, mais peut-être moins que ce qui a été initialement rapporté. Le risque d'infertilité pourrait ne pas présenter de limitation pour l'indication d'une coloprotectomie totale avec anastomose iléoanale. On pourrait donner le choix finalement aux patients. Et les autres facteurs influençants, c'est bien évidemment l'impact psychologique et les maladies héréditaires. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques ? M. Germain. Compliment pour votre magnifique présentation. J'ai une question qui est un petit peu limite. Après chirurgie de l'obésité morbide, y a-t-il une modification de la fertilité? Ça peut concerner l'homme et la femme. Avez-vous des précisions? Alors, là, j'avais porté l'attention sur la chirurgie colorectale, mais dans la chirurgie, on sait que l'obésité, ça diminue la fertilité. Il n'y a pas encore vraiment d'études qui montrent qu'il y a une augmentation de la fertilité, mais il semblerait que oui, notamment pour les femmes qui ont, finalement, parce qu'elles n'ont pas d'ovulation pendant leur obésité, mais quand elles ont perdu leur poids, finalement, on note une ovulation et ça permet d'augmenter la fertilité. Mais chez les hommes, ce n'est pas vraiment démontré. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, il y a un commentaire de ma part, parce qu'il y a une particularité, ça va être le Crohn. Le Crohn colique pose un problème, notamment pour l'accouchement, c'est les lésions anales et les lésions périanales. Je partage tout à fait votre analyse, j'avais fait pour une conférence à Strasbourg sur l'accouchement. Je pense qu'il n'y a pas d'essai, il n'y a pas de choses, mais c'est logique qu'il y a tellement peu de cas. Par contre, les réflexions que vous avez faites, c'est-à-dire que si on peut protéger le périnée, c'est pas plus mal, parce que quand on a une anastomose iléoanale, même avec réservoir, un des problèmes c'est la continence, puisque déjà dans le choix entre la prostatectomie totale et l'anastomose iléoanale, notamment chez les Crohn, la qualité du sphincter est extrêmement importante pour ne pas être, comme disait mon maître de feuille, comme un canard, c'est-à-dire celle qui tombe en permanence, c'est un problème. Donc c'est clair, c'est la protection du sphincter et du périnée, c'est une question de bon sens sans qu'on ait d'études prospectives. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, bah écoutez, pardon. Sébastien Guy, votre introduction. Oui, juste
juste une question. Est-ce que vous proposez à Saint-Antoine la technique qu'ont développé les Brésiliens qui consiste dans les cancers du rectum qui vont être irradiés puis opérés à la transposition utérine? Non. Alors, après, il n'y en a pas beaucoup de patients. Non, mais j'ai bien conscience que c'est une technique qui doit être assez. Enfin, chez les patients jeunes et quelques-unes. Mais c'est une technique qu'ils ont développée qui fonctionne apparemment très bien, parce que se poser la question de cette technique. Un peu plus sur la transposition utérine, oui. Alors, c'est les Brésiliens qui ont développé en fait la technique au moment avant l'irradiation. Qu'ils ont présenté. Tout simplement, ils font comme une hystérectomie, sauf qu'ils pelliculisent l'utérus sur les nombres ovariens. Ils mettent le col utérin au niveau de l'ombilic et la patiente a ses règles par l'ombilic durant la durée du traitement de radiothérapie. Et quand la patiente est opérée après radiothérapie, elle a se manger sur le rectum et tout simplement ils remettent en place l'utérus en zone d'élastomose entre le col et le vagin. Et a priori, il n'y a pas de souci, parce que l'utérus est vascularisé uniquement par exemple les variables, ça fonctionne. C'est une petite série qu'ils ont montrée, les écoles cette année, et donc ils sont en train de monter un peu HRC, enfin, une étude prospective pour essayer de voir si on a des grossesses. C'est intéressant, par les règles par umbiliques, vous voyez qu'on apprend beaucoup de choses avec les. Alors, Tévi, merci beaucoup. Elle nous a pas parlé d'une chose, et ça pose le débat de qui s'occupe de l'endométriose, mais c'était volontaire, parce qu'ici, il y a une séance sur l'endométriose, et bien évidemment, en chirurgie digestive et gynéco-digestive, parce que c'est une évocation de qualité transversale. L'endométriose, et je me tourne aussi vers les urologues, c'est un vrai problème de fertilité complexe, et dans lequel les urologues et les chirurgiens, les gynécologues et digestifs doivent travailler ensemble. Encore merci, il n'y a plus de questions, donc la séance est terminée. J'excuse encore M. Bouchot de ne pas vous avoir parlé des hernies, mais ce sujet sera abordé donc dans le journal au viscéral surgery qui paraîtra dans le courant de l'année, où il nous expliquera donc la conséquence de la chirurgie hernière sur la fertilité masculine. Merci beaucoup.